Et puis, comme vous êtes des académiques, donc je vais essayer de parler quand même un peu de la dichotomie de l'opposition entre l'IA en entreprise et l'IA en laboratoire, mais je vais aussi essayer de parler des points de conciliation entre les deux mondes, quand même pour dire que c'est pas la guerre non plus, hein, heureusement. Vous voyez bien mes slides ici. Vous les voyez? Oui, on voit bien. Donc, de mon point de vue, encore une fois, il y a trois échelles d'implémentation de l'IA. Encore une fois, quand je dis l'IA, souvent entendre un machine learning. Même si on ne fait pas que du machine learning, évidemment, en entreprise, et quand on peut ne pas faire du machine learning, c'est encore mieux. On peut faire un moteur de règles, il n'y a rien de mieux. Parce que c'est simple, c'est explicable, etc. Donc, les entreprises, évidemment, j'exclus toutes les entreprises qui ne font pas de l'IA, mais c'est de plus en plus rare, hein. Quasiment, ça n'existe pas aujourd'hui pour des entreprises un peu, quasiment toute taille. Donc, il y a la première échelle, donc le premier degré, donc c'est de faire de l'aide à la décision, hein. Et ça n'a absolument rien de nouveau, ça a toujours existé dans les entreprises depuis les années 60. Donc, à l'époque, on appelait ça de la recherche opérationnelle, de l'analyse des données, des statistiques. Donc, comment prendre de bonnes décisions se basant sur des données, hein. C'est en réalité assez simple. Mais même cela n'est pas nécessairement clair dans l'esprit de tout le monde. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Même des entreprises qui ont utilisé de la business intelligence, toutes les entreprises à partir d'une certaine taille utilisent de la business intelligence, ne serait-ce que pour compter le nombre d'employés, hein. C'est aussi basique que ça. Ne thématisent pas nécessairement cela comme étant de la data. C'est une sorte un peu d'outil comme ça, on regarde des indicateurs, des KPI, puis, mais on ne thématise pas cela comme étant entraîné par la donnée, orientée donnée, data-driven, etc. Donc aujourd'hui, avec la montée du machine learning, les problématiques liées à l'aide de la décision elles sont revenues sur le devant de la scène. Donc même des outils en réalité anciens, ils sont aujourd'hui utilisés d'une manière intensive, alors qu'il y a absolument, d'un point de vue technique, il n'y a absolument aucune innovation. C'est toujours les mêmes techniques qui existaient depuis parfois une cinquantaine d'années sur l'aéro. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau qui ne demande pas un investissement technique ou une expertise technique particulière. Il y a le deuxième niveau qui aujourd'hui vraiment se confond avec l'utilisation du machine learning, avec l'intelligence artificielle, qui est l'automatisation. Donc on va essayer d'utiliser des techniques de machine learning. Quand je dis machine learning, évidemment, ça inclut le deep learning, etc. Mais pas que, parfois même c'est des moteurs de règles, mais voilà, comme les frontières ne sont pas du tout claires, qu'est-ce que c'est un arbre de décision, qu'est-ce que c'est un moteur de règles, etc. On appelle ça l'intelligence artificielle d'une manière générale, pour automatiser des tâches. Ces tâches, soit parce qu'on les effectue de manière manuelle, hein, tout simplement, hein. Sélectionner les clients, par exemple, à contacter pour vendre un produit. On le faisait manuellement à l'époque ou regardant un Excel éventuellement. Donc, ces tâches-là, aujourd'hui, on les automatise pour gagner du temps, tout simplement, et peut-être même gagner réduire les coûts. Réduire les coûts au sens où on va cibler mieux potentiellement, par exemple, si on veut vendre un produit nouveau qui vient de sortir, on veut le vendre à sa clientèle existante. Donc, on va essayer d'en faire un ciblage basé, par exemple, sur régression logistique, est-ce qu'il va acheter ou est-ce qu'il ne veut pas acheter, tout simplement. Donc, ça, aujourd'hui, c'est le cœur un peu de l'IA en entreprise, hein. Donc, toutes les entreprises, quand elles parlent d'implémenter de l'IA, qu'elles ont implémenté de l'IA ou elles sont en train d'implémenter de l'IA, c'est souvent ce deuxième volet-là qui est l'automatisation. Donc, ils automatisent des process déjà existants. Donc, c'est ce qui est très très bien en réalité, mais ce n'est pas nécessairement le degré le plus avancé dans l'intelligence artificielle, l'implémentation de l'intelligence artificielle. Le degré le plus avancé, c'est vraiment de créer de nouveaux produits, de nouveaux services basés sur la donnée. Donc, basés vraiment sur le capital donné, donc valorisé via des modèles de machine learning ou autres. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus rare, hein, quand on passe à ce troisième stade.
C'est beaucoup plus rare, notamment dans les grands groupes. Sur les startups qui se créent, c'est souvent de nouveaux business models, donc c'est souvent des nouveaux produits, y compris liés à l'écologie. Donc, recyclage, je connais quelques startups, même des licornes ici en France, qui ont inventé de nouveaux business models, donc basés sur, complètement entièrement basés sur la data, qui est donc pour commercialiser donc, des services, des produits tout à fait innovants, qui n'existaient pas il y a quelques années. C'est le cas aussi de certaines grandes entreprises américaines, internationales, comme Nike ou Netflix, où ils vont essayer de chercher dans les données pour inventer une nouvelle série, par exemple. Ou Nike, donc, où ils vont vendre un service d'essayage donc virtuel, etc., basé sur l'IA. Mais il y a quelques quand même entreprises aussi en France. Je peux citer L'Oréal éventuellement, donc qui utilise donc qui innove donc aussi du point de vue du business model sur la base des données de l'IA. Mais ça, c'est vraiment un stade réservé à des entreprises qui ont atteint une certaine maturité. Ce qui est important à comprendre, c'est pas encore aujourd'hui accessible à tout le monde. Donc, il y a beaucoup de choses encore à faire. La plupart des entreprises qui parlent d'IA aujourd'hui sont en stade 2. Voilà. S'agissant des défis, les défis sont très nombreux. Honnêtement, ça peut être même un sujet de présentation par entière, tout simplement lié aux défis, parce que c'est juste, ça donne le vertige en réalité quand on pense aux défis qui sont liés à l'implémentation de l'IA en entreprise. Je les ai donc mis en 4 catégories, mais j'aurais pu choisir 5, 6 ou même 10, pour tout vous dire. Donc, il y a des défis qui sont liés à des aspects complètement culturels, legacy de l'entreprise, donc son histoire, sa tradition, tout simplement. Il y a des défis qui sont liés aux données elles-mêmes, il y a des défis purement techniques, et puis des défis organisationnels, comment s'organiser, tout simplement, pour implémenter de l'IA de manière efficiente. Si je commence par les défis culturels qui, encore une fois, chaque fois, c'est une ramification, cette histoire d'intelligence artificielle en entreprise, chaque point pourrait donner lieu à plusieurs points, à plusieurs thématiques, etc., de discussion. Donc, il y a le défi culturel qui vient essentiellement, même si aujourd'hui, évidemment, tout cela s'arrange parce qu'il y a une certaine vulgarisation, il y a une certaine démocratisation de l'IA, donc ça va de mieux en mieux. Mais le défi principal, culturel principal, il est lié vraiment à la compréhension de ce que c'est l'intelligence artificielle. Où souvent, quand on parle avec des dirigeants, il y a deux attitudes qui sont d'ailleurs opposées, qui sont qu'on rencontre, qui sont un peu extrêmes. Évidemment, je caricature légèrement, mais c'est pas du tout une imagination de ma part. Donc, il y a la première attitude, c'est que l'IA, c'est vraiment très compliqué. C'est pas pour nous, c'est un peu, c'est la chose un peu trop technique parce que moi, je viens d'une tradition, on a un système d'information, etc. On a un informaticien d'ailleurs ou une équipe d'informaticiens qui s'en occupe, mais ça s'arrête là. Les données, bon, on fait des reporting et tout, mais aller faire des modèles de machine learning, ça c'est pour Elon Musk, c'est pour Facebook, etc. C'est pas pour nous, c'est trop compliqué. Ils surestiment donc complètement la barrière d'entrée à l'intelligence artificielle. Et qui même très souvent ne sont pas convaincus du retour sur l'investissement lié à pourquoi je vais payer des data scientists, qu'est-ce que ça va m'apporter. Tout simplement, c'est aussi bête que ça et ça peut se comprendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontrait beaucoup dans les années, il y a quelques années, qui existe encore aujourd'hui dans certains secteurs. Je n'ai pas envie de les citer pour les stigmatiser, mais je pense à des secteurs très spécifiques. Donc ça, c'est vraiment une attitude qu'on voyait dans le top management et middle management des entreprises. L'IA, c'est vraiment pas fait pour moi, c'est pour les Américains, grosso modo, pour dire les choses comme ça, ou pour les startups qui vont de manière à se casser la gueule dans quelques années. Il y a une autre attitude qui est complètement opposée. Je veux absolument faire de l'IA tout de suite, ça va changer complètement ma vie, donc il va aller
embaucher un data scientist ou une équipe de data scientist le matin et le soir, le manager là, il va passer, ah, mais vous avez trouvé quoi aujourd'hui? Des résultats tout de suite parce qu'il pense qu'il a fait des choses incroyables et il n'y a même pas besoin d'investir beaucoup, d'attendre beaucoup, etc. Il faut que ça soit tout de suite. Le résultat soit évident tout de suite. Ça aussi, c'est quelque chose qui existait beaucoup il y a quelques années, qui existe encore aujourd'hui. C'est pas du tout, c'est pas compris. Il y a beaucoup de personnes, notamment du point de management, parce qu'il s'est un peu renseigné sur l'IA. Éventuellement, il a fait une formation d'une heure, etc. Il a compris que ça fonctionne à peu près comme un être humain, et donc il se dit bon, on peut faire à peu près tout ce que peut faire un être humain, et même beaucoup plus, puisque je paye. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore résolu, hein, c'est certes un peu moins prégnant qu'il y a quelques années, mais qui existe encore. Pour cela, on organise des ateliers d'acculturation pour montrer à peu près comment ça marche, etc., pour faire des formations pas nécessairement très techniques, mais enfin expliquer les concepts et les principes. En général, ça va mieux au bout de quelques heures, quelques jours. Juste vraiment pour expliquer quelles peuvent être les attentes et quels peuvent être les pièges, hein, quand on va vers l'IA. Il y a le défi qui est lié à la donnée, qui est très très important aussi. J'ai listé 4 points, mais j'aurais pu lister une dizaine en réalité. Donc il y a le défi, il y a des entreprises qui n'ont pas du tout de données et qui veulent quand même faire de l'IA, ça arrive. Moi, je reçois des clients qui n'ont pas de données, mais je ne sais pas pourquoi ils veulent faire de l'IA. Voilà, c'est comme ça. Quand il y a peu de données, on peut faire quelque chose, mais quand il n'y en a pas du tout, bon, très difficile. Et il y a des entreprises qui ont beaucoup, beaucoup de données, mais qui sont en réalité de legacy, hein, donc des systèmes existants là, donc les données ne sont pas du tout normalisées, n'a rien du tout. On ne comprend rien du tout quand on regarde en réalité même un extrait d'un CSV parce qu'elles ne sont pas du tout de qualité, elles ne sont pas exploitables. Oui, on peut utiliser tous les concepts, principes, toutes les méthodes sur les données manquantes, etc., mais ça n'arrange rien du tout. Parce que c'est un magasin répliqué 3 fois, parce qu'un client a changé d'identifiant, parce que toutes sortes de choses. Et il y a un cas beaucoup plus fréquent, notamment dans les grandes entreprises, où il y a des données qui sont plus ou moins de qualité. Quand je dis de qualité, c'est jamais un absolu. C'est souvent relatif et de manière, elles ne sont jamais vraiment de qualité. Il y a toujours des problèmes. Mais elles sont silotées et le département marketing, je ne sais pas combien de bases de données, le département production, je sais pas combien, donc elles sont absolues. On ne peut pas les réunir, hein, parfois même pour des raisons politiques d'ailleurs, etc. Donc c'est quasiment impossible de les agréger pour extraire de la valeur. Ça aussi, et même parfois, on fait un peu qu'en réalité, on a agrégé des CSV, mais quand on va essayer de le mettre en production, on se rend compte qu'on ne peut pas on peut pas brancher le modèle en production sur les bases de données là, parce qu'elles sont situées dans des endroits complètement différents. Et donc, un projet parfois de plusieurs mois qui n'aboutit pas malheureusement. Et cas un peu extrême, plus en plus fréquent, il y a beaucoup de données qui sont rassemblées dans le même data lake et qui sont même relativement de qualité, en tout cas exploitables. Mais justement, il y a trop de données qui sont dans le même lieu, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et on ne sait pas du tout par où commencer, tout simplement. Et on commence par ça, oh là là, mais quelles données, je vais calculer des corrélations entre quoi et quoi, parce qu'il y a des milliers de variables, quoi. Et donc, les personnes, elles regardent un peu son lac, un peu comme je sais pas, le voyageur là qui regarde une mer de nuages, là, donc le fameux tableau, mais il ne peut pas du tout les exploiter en réalité. Donc ça aussi, c'est un autre défi, qui est même, aujourd'hui, presque peut-être même le plus fréquent. Il y a le défi technique. Le défi technique, je vais décomposer en trois phases, d'une certaine manière. Donc, il y a le premier défi, évidemment, si on veut faire un POC en général, une preuve de concept pour montrer que le cas business là peut être fait au moins d'un point de vue technique. Ce n'est pas complètement impossible, qu'on peut obtenir une
précision satisfaisante pour la prédiction du modèle, hein, que ce soit classification, régression, etc., qui est souvent un peu difficile quand même, hein. On n'est pas du tout certain d'avoir une précision suffisante pour passer au déploiement business du projet. Ça, donc c'est quelque chose qui a été vraiment, qui était peut-être prégnant il y a quelques années, qui était même le principal peut-être point d'achoppement des projets IA il y a quelques années, parce qu'il n'y avait pas les compétences nécessaires pour les data scientists et font parfois un peu n'importe quoi tout simplement, hein, pour dire les choses. Aujourd'hui, beaucoup moins. Il y a beaucoup de compétences de data scientists qui sont très, voilà, qui connaissent à peu près toutes les techniques classiques qu'on utilise en machine learning, etc. Donc aujourd'hui, de mon point de vue, c'est pas vraiment le sujet principal. C'est pas nécessairement la difficulté principale, et honnêtement, un expert en IA, même s'il ne peut pas du tout prédire si quel serait la performance du modèle en termes de précision, etc., il peut quand même dire attention, là, hein, ça peut ne pas marcher, là, il y a de fortes chances que ça marche, etc. C'est pas nécessairement le premier défi aujourd'hui, le défi purement lié au modèle technique. Il y a le défi qui est d'actualité, en l'occurrence, qui est le passage du POC à la production. On a fait un POC, il marche très bien, mais les conditions de production, bon, on peut pas arriver, on n'arrive pas à le mettre en production, justement, parce que typiquement, les données sont distribuées sur plusieurs départements, on ne peut pas les agréger, ou on n'a pas de compétences tout simplement pour le mettre en production, parce que l'algorithme mettre sur AWS, il fonctionne d'une certaine manière, il est trop complexe, etc. Il n'est pas du tout décomposable, compatible avec une architecture AWS ou autre. Bon, c'est encore quelque chose de très important, mais bon, on commence aussi à gagner en maturité sur ce point. Il y a un problème qui est complètement inhérent au machine learning ou à la data. Le problème est quasiment scientifique, on ne sait pas le résoudre aujourd'hui. C'est le data drift, hein, c'est un problème fondamental, hein. Et où on a donc entraîné un modèle en POC qui fonctionnait très bien. On l'a mis en production, même les premières semaines, il fonctionnait bien, mais la distribution des données a changé au fil du temps. Parfois même, elle a changé à cause de l'algorithme lui-même, qui en interagissant avec les utilisateurs, il change leur comportement, donc voilà, donc les données changent. Et donc, à chaque fois, il faut le remettre à jour, pour qu'ils prennent en compte le changement des distributions des données. Donc ça, ce sont les défis techniques qu'on rencontre dans l'implémentation de l'IA, mais encore une fois, c'est pas nécessairement aujourd'hui, c'est pas l'essentiel des défis en intelligence artificielle pour les défis techniques. Le défi organisationnel est peut-être même plus important. On parle beaucoup de taux d'échec important des projets de l'intelligence artificielle ces dernières années. Aujourd'hui, en tout cas, c'est rarement lié à des aspects techniques, mais souvent à des aspects organisationnels ou de data. Donc, sur les défis organisationnels, souvent, il y a un problème de sélection de cas d'usage pour le management, qui ne sont pas des spécialistes en IA ou qui n'ont même pas en réalité les concepts fondamentaux de l'IA. Donc, ils sélectionnent des cas d'usage qui ne sont juste pas faisables. Ils croient que ça peut imiter un être humain, donc ils sélectionnent un cas d'usage, ils vont le passer à l'équipe data scientist, mais l'équipe data scientist, elle va passer des mois, elle ne va jamais réussir à le faire marcher. Il y a des problèmes de difficulté de communication entre les data scientists et les métiers, ça c'est un classique, c'est vraiment un classique. Les data scientists sont des mathématiciens, des informaticiens, ne sont pas du tout intéressés par les aspects métiers, hein, comme le marketing ou la finance, etc. Et les métiers ne comprennent pas non plus les contraintes des data scientists et pensent qu'il est tout à fait possible d'obtenir des précisions incroyables sur des modèles, 99%, etc. Donc, voilà, il y a des difficultés de communication entre les deux mondes qui sont vraiment très importantes. Il y a aussi des difficultés de communication entre les data scientists et les développeurs, bizarrement, où le développeur se plaigne souvent de data scientist, il fait son modèle sur un notebook, moi je n'arrive pas à le mettre en production parce que la fonction telle interagit avec la fonction telle, je n'arrive pas à le décomposer, etc.
Et il y a aussi l'autre un peu difficulté qui est liée aux deux précédentes, qui est les data scientists qui travaillent en autarcie dans un data lab et qui communiquent avec personne, ni avec les métiers, ni avec les développeurs. On les a mis ici parce que c'est un peu la mode de créer un data lab. Ils travaillent entre eux, ils vont essayer d'avoir la précision la plus performante, comme s'ils étaient sur une compétition Kaggle. Ils passent des mois et des mois à chercher ce qu'on appelait en 2016-2017 le Magic Feature, là, qui va complètement booster la précision de je ne sais pas combien de pourcents. Et ça donne rien, tout simplement. Ça donne rien. Le modèle est trop complexe pour l'utiliser, il ne sert à rien d'un point de vue business, etc. Donc ça, c'est très, très important, le défi organisationnel. Sur l'évolution du métier de data scientist, donc, on a connu plusieurs périodes. Hein. Donc, la première période, on avait un data scientist donc tout seul qu'on mettait dans une équipe. Donc, on allait le voir le soir. Qu'est-ce que tu as trouvé? Hein. En général, il n'a rien trouvé de beau, hein, parce qu'on n'a même pas de sujet la plupart du temps. Et la deuxième période, on a commencé à mettre des équipes de data scientists pour travailler ensemble dans un data lab. C'est à peu près pareil. Hein. Donc, il faut essayer de faire que de la data science pour la data science, pas nécessairement pour le business. Mais aujourd'hui, hein, depuis 2-3 ans, ça a beaucoup changé. On demande à un data scientist vraiment d'avoir du résultat, tout simplement. Donc, de performer en production, donc de faire des modèles qui peuvent être mis en production. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un peu l'évolution du métier de data scientist hein, qui s'est splitté dans un premier temps donc entre data engineer et data scientist, sachant que le data engineer va s'occuper de la partie informatique et le data scientist va faire des maths, grosso modo, des modèles. Et puis, data scientist qui s'est un peu splitté entre ML engineer qui va faire mettre les modèles en production et le data scientist qui va aller faire les modèles sur notebook. Et puis, data translator et data scientist. Donc, le data translator va communiquer avec les métiers, échanger avec eux sur le besoin. Et le data scientist va faire les modèles. Et j'imagine que ça va évoluer aussi dans les prochaines années. Sur la question de l'IA en industrie, Mohamed, tu m'arrêtes, j'ai l'impression que déborde un tout petit peu. Non, non, c'est super intéressant. Excusez-moi, je me suis un peu. Donc les liens en industrie et les liens en laboratoire, ce que j'ai remarqué de mon point de vue, encore une fois, hein, et encore aujourd'hui où je travaille sur un sujet où je suis obligé de consulter la littérature scientifique. Si je dois vraiment insister sur un point, ce que j'ai remarqué sur la littérature scientifique, aujourd'hui je travaille sur un sujet par exemple où je dois entraîner un modèle sur quelques points de données. Et quand je regarde toute la littérature scientifique qui se fait autour de cette thématique, ils entraînent les modèles sur 10 000 points de données, etc. Ils obtiennent des précisions, ils sont fiers, ils publient des papiers, etc. Mais, sauf que dans la réalité, c'est impossible. C'est juste impossible. Quoi. Donc, il y a une sorte de déconnexion parfois de la recherche académique par rapport à ce qui peut être appliqué tout simplement. Hein, parce que voilà, ça est merveilleux cette performance-là sur un papier, mais on ne pourra jamais la traduire dans le monde réel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Très important aussi sur les contraintes liées à la production, hein, c'est lié à ce point-là. Donc nous, quand on travaille dans le monde de l'entreprise, on va essayer de faire des algorithmes qui prennent en compte les prochaines étapes liées à la mise en production, donc qui soient compatibles avec des environnements de mise en production de type AWS ou GCP, etc., Google. Et ça, évidemment, dans la littérature scientifique, bon, pas du tout leur problème. Il y a la question des métriques aussi pour évaluer les modèles. Parfois, dans l'industrie, on est obligé de sacrifier la précision pour l'explicabilité, par exemple. Typiquement, si je dois faire, et c'est quelque chose que j'ai vu hein, concrètement, je dois faire un modèle de décision pour savoir si je dois prêter de l'argent sur une banque, etc., à quelqu'un, eh ben, je vais peut-être sacrifier un peu la précision, le credit scoring, ça s'appelle. Hein, donc, je vais peut-être sacrifier la précision pour l'explicabilité du modèle, parce que la personne, si je lui dis, bah, je ne peux pas vous prêter de l'argent, peut-être qu'elle va poser la question, pourquoi?
Je lui dis parce que telle variable, etc., parce que le revenu, parce que. Donc, parfois, on est obligé, c'est quelque chose que j'ai déjà vu, de remplacer, par exemple, un XGBoost par une régression linéaire, parce qu'elle est plus explicable, même si elle est moins performante d'un point de vue purement euh, lié à la précision du modèle. Il y a la sensibilité aux biais, notamment les erreurs extrêmes. Hein. Les erreurs extrêmes, parfois, on ne va pas regarder la performance en moyenne, ce que font les papiers scientifiques souvent. On regarde la performance en moyenne. Parfois, une erreur, ça a un coût incroyable. J'ai beau avoir pour mon modèle 99,99%, mais le 0,01% là qui reste va créer une telle catastrophe que je ne peux pas le négliger. Le cas est évident, évidemment, c'est un peu la voiture de Elon Musk, hein, c'est la Tesla. Donc, l'accident, ça génère un drame. Donc, je suis obligé de m'intéresser à quelques cas et non pas à la performance moyenne, contrairement à ce qu'on peut, aux métriques standards qu'on utilise dans les benchmarks aussi standards d'ailleurs dans les littératures scientifiques. Ça, ce sont vraiment des points fondamentaux. Ceci dit, il y a quand même voilà, c'est pas non plus deux mondes antagonistes, hein, il y a des synergies entre les deux mondes et il y a une circulation très très importante entre des personnes, entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont à la fois dans l'entreprise et dans le monde académique, etc. J'en fais partie d'une certaine manière. Il y a beaucoup de projets collaboratifs entre les industriels et les académiques, sachant que de plus en plus la recherche se fait aujourd'hui dans le privé que dans les universités. C'est comme ça. Évidemment, le cas est évident pour Google, Facebook, etc., mais c'est valable aussi pour des entreprises de taille relativement modeste, pas complètement, hein, comme Criteo, etc., ou qui font de la recherche très, très avancée, et même des startups. J'en connais plein qui font des recherches très, très avancées. Il y a beaucoup de docteurs dans le monde de l'IA en industrie. Et ça aussi, c'est une donnée très, très récente. Moi, personnellement, quand j'ai terminé ma thèse, il n'y avait pas beaucoup de monde qui cherchait des docteurs, pour tout vous dire. Grosso modo même, ils sont plus ou moins mal vus ici en France. Ça a beaucoup, beaucoup changé ces dernières années. On court derrière les docteurs. Ça, c'est quelque chose qui me surprend encore aujourd'hui, pour tout vous dire. Donc, il y a vraiment des synergies très, très importantes entre les deux mondes. Maintenant, je vais vous parler peut-être du cas business, d'un cas business que j'ai eu à implémenter il y a 2-3 ans, hein, quand j'étais manager dans un autre cabinet de conseil. Donc, le cas concerne donc une chaîne de grande distribution en France qui a 1500 magasins physiques, dont 700 font du e-commerce, hein, du drive, quoi. On appelle ici le drive. Donc, la personne va commander sur Internet à travers une interface, un site web. Il va récupérer ses commandes dans un point de vente où il va se faire livrer tout simplement chez lui. Et donc, pour cette chaîne de grande distribution, il se trouve que le e-commerce représente à peine 4%. Pour beaucoup de raisons, y compris parce que tout simplement les gens ne sont pas convaincus qu'il fallait faire du e-commerce, hein, de raisons liées tout simplement au métier du retail qui a sa tradition, qui n'est pas nécessairement ouvert à l'innovation, etc. Et bon, il n'était pas convaincu par l'apport du digital. Mais on a essayé quand même de comprendre parce qu'on a vu que certains magasins arrivaient quand même à performer sur le e-commerce. Pourquoi? Se demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'un magasin va réussir en e-commerce et un autre ne va pas réussir? Donc, on s'est posé la question là. Donc, on a essayé de faire un modèle de performance pour expliquer les performances respectives des magasins. Donc, on est parti, on a défini les performances comme étant la croissance du chiffre d'affaires parce que tout cela est relativement récent. Qu'est-ce que fait qu'un chiffre d'affaires d'un magasin en e-commerce augmente ou stagne ou éventuellement baisse, ce qui arrive. Donc, on est parti des séries temporales qui représentent les chiffres d'affaires. Comme vous voyez, de la saisonnalité, ça baisse évidemment en été, ça monte à certaines périodes, hein, autour de décembre notamment. Mais la première difficulté déjà, c'était difficile même de voir ce que ça monte ou ce que ça descend. Si je vous donne cette série temporale, un malin qui peut le dire. Si on trace une régression linéaire, un modèle linéaire, forcément, ça peut être entraîné par des pics liés à des promotions, etc. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a
qu'il y a croissance ou inversement. Donc, on l'a pris vraiment comme un modèle non linéaire, ce qu'il est, parce qu'il y a de la saisonnalité, il y a des pics, il y a toutes sortes de choses. Et on a décidé d'inventer une méthodologie d'une certaine manière, donc qui se déclinait sur 3 étapes. On va normaliser les données parce que ensuite on va appliquer un K-means, on va bien les normaliser parce que c'est une métrique euclidienne, etc. On va traiter les séries temporales par des ondelettes pour enlever ce qui peut paraître comme un bruit, les pics là un peu qui ne se justifient pas trop, qui sont liés parfois à des promotions, à des événements rares, etc. Mais pas que pour cette raison, parce qu'on veut aussi mener l'analyse à n'importe quelle échelle. Ici, je vous ai présenté des données sur 2 ans, mais on aimerait bien aussi expliquer les performances sur un mois, une semaine, etc. Et il se trouve que les ondelettes, j'imagine que vous êtes, certains de vous sont familiers avec les ondelettes, donc ça prend en compte l'aspect multi-échelle dans le temps. Et ensuite, à partir des coefficients d'ondelettes qu'on obtient pour chaque série temporelle, on va essayer de faire un clustering, un simple K-means, sur les coefficients d'ondelettes et non pas sur le domaine spatial, le domaine temporel. Soit dit en passant, on peut choisir un nombre beaucoup plus. Si on veut lisser la courbe là, le coefficient d'ondelette, on passe ici de 700 points, parce qu'il y a 700 jours grosso modo, à une quinzaine de coefficients d'ondelette, parce qu'on va se débarrasser de toutes les variations là, hebdomadaires, quotidiennes, etc. Donc on gagne même en efficacité algorithmique. On obtient des clusters comme ceci avec un K-means. Ici, on peut voir, on peut interpréter, c'est un peu du semi-supervisé. Ça, c'est un peu, ça a l'air d'être des performances qui stagnent relativement, c'est un peu constant. Ici, ça a l'air d'avoir une croissance, une certaine croissance. Ici, clairement, il y a une décroissance du chiffre d'affaires. Donc, une fois qu'on a appliqué cela, on obtient 3 clusters que vous voyez ici, qui représentent donc les performances des magasins du point de vue de la croissance. Et on a aussi rassemblé toutes les données possibles pour nous, en tout cas, qui pourraient expliquer cette performance-là, qui sont liées, des données parfois qui sont liées juste aux produits, qui sont liées aux produits, qui sont liées au prix des produits, qui sont liées aux clients, qui sont liées au magasin, il est situé où, il est entouré par combien de concurrents, etc., sa surface, etc. Donc, vous voyez beaucoup de variables, plus d'une centaine de variables en réalité. Et on va utiliser on va utiliser des choses un peu plus avancées, plus complexes pour tout vous dire, mais ça, je prends juste un random forest. Donc, on va utiliser les 3 clusters-là comme des classes et les variables-là dont je vous ai parlé comme des variables explicatives. On va essayer de voir quelles sont les variables qui vont sortir comme étant des variables importantes. Et on s'est rendu compte avec plusieurs modèles qu'on a essayé, pas que le random forest et pas que cette technique-là, que la poissonnerie, rayon poissonnerie, le poids du rayon poissonnerie qui sortait comme étant la variable la plus importante. Et ça m'a travaillé pendant plusieurs mois pour tout vous dire, parce que je ne comprenais pas, le rayon poissonnerie, je trouve qu'il représentait 0,5% en moyenne du chiffre d'affaires des magasins, en général. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'il influence à ce point la performance. Et par hasard, en discutant avec un autre directeur de la performance d'une autre chaîne de grande distribution sur un autre sujet lié aux promotions. Grosso modo, il nous a dit aujourd'hui, on fait des promotions sur des produits courants. Les gens achètent en effet parce que ce sont des produits courants de manière, mais nous, ce qu'on aimerait qu'ils achètent, c'est typiquement le poisson, etc. Bon, pourquoi le poisson? Parce que ça mesure la fidélité à la marque, etc. Et donc, j'ai compris quelques mois plus tard, en réalité, beaucoup plus tard, que pourquoi cette variable poissonnerie-là est sortie comme étant une variable importante du modèle, le poids du rayon poissonnerie, parce qu'a priori, il mesure la fidélité à une marque. Et quand on achète du poisson frais à une chaîne de grande distribution, c'est un signe de fidélité très très fort. Et a fortiori, quand on l'achète via le drive, via Internet, où il y a des enjeux de livraison, peut-être qu'il ne va pas arriver très très frais, etc. Donc c'est vraiment un signe d'attachement très très fort à la marque, à la chaîne de grande distribution en l'occurrence. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer qu'on peut faire
des choses relativement avancées d'un point de vue technique, hein. Je ne vais pas parler de tous les aspects liés aux ondelettes, mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses à faire, qui ont été faites d'ailleurs. Même, on a publié même un article sur ça pour tout vous dire. Et on peut le lier à des enjeux très très concrets, complètement business. Les deux mondes, en réalité, peuvent tout à fait marcher main dans la main et aboutir à des choses à la fois utiles et passionnantes intellectuellement. En conclusion, il faut bien que je termine cette présentation. Donc, je pensais vraiment ne pas la terminer parce que je ne sais pas quoi dire en conclusion sur un domaine qui est par définition très, très changeant, très mouvant. Je me suis trompé assez souvent en réalité dans mes prédictions par rapport à l'IA. Mais ce qu'on peut dire, c'est à peu près sûr. Donc, il y a des opportunités très, très claires sur la création de valeur en utilisant l'intelligence artificielle. Et clairement, aujourd'hui, on est loin d'avoir atteint la vitesse de croisière, hein, de l'utilisation de l'IA dans le business. Je dirais même qu'on est dans une phase émergente. Voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, on n'est pas encore dans l'utilisation de l'IA pour créer de nouveaux business models, de nouveaux produits, etc. Ça, c'est encore réservé à une élite aujourd'hui. Il y a des métiers et des organisations de travail qui sont encore à inventer. Voilà, le domaine est très, très mouvant. Les organisations ne sont pas très stables. Le rôle du data scientist aujourd'hui n'est pas clair. Le rôle de CDO, du Chief Data Officer, il est encore moins. Il se cherche aujourd'hui. On ne sait pas si c'est un data manager, si c'est un business partner. Ce n'est pas encore très clair. Il y a des enjeux peut-être même plus importants pour les prochaines années, c'est vraiment les enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui quasiment complètement cachés, absents en tout cas des problématiques qu'on aborde parce qu'on est concentré sur la création de valeur, on est concentré pour les aspects techniques, pour que ça marche, etc. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup des biais liés à l'IA, on ne parle pas suffisamment, ça commence à venir de l'explicabilité des modèles, et ça, je pense, je le crois. Encore une fois, c'est subjectif que ça sera vraiment un sujet très, très important qui peut être même éventuellement une limite à l'utilisation de l'IA dans les prochaines années. Ça peut être même déterminant par rapport à l'adoption de l'IA. Voilà, et je suis vraiment désolé j'ai l'impression d'avoir pris un peu plus de temps que ce qui était prévu. Merci. C'était vraiment passionnant. Je vais laisser la parole aux invités s'ils ont des questions. N'hésitez pas, profitez-en. Moi, j'ai une question. Oui, je vous en prie. Hervé Arriba. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation, hein, pleine de notions très intéressantes. Il y a une notion à laquelle j'ai été particulièrement réceptif, c'est celle de la communication entre le data scientist et le business. Parce que je sens bien que c'est une pierre d'achoppement. Un peu dans les deux sens, il y a un peu une attitude du data scientist qui peut être d'arriver en terrain conquis, et puis à l'inverse, des gens du métier, de se dire qu'est-ce que c'est que ce petit jeune docteur qui vient nous expliquer notre métier qu'on pratique depuis 20 ans. Pour corriger ça, est-ce qu'il ne faudrait pas rendre obligatoire dans une formation de data scientist le fait qu'ils aient un autre volet de formation, qui soit un ingénieur comme les autres dans un domaine courant. Et est-ce que l'école centrale, puisqu'on est à l'école centrale, qui a pour vocation de former des ingénieurs généralistes, n'a pas une belle carte à jouer là? Et vous avez tout résumé sur cet enjeu-là qui est fondamental. C'est vraiment fondamental. C'est vraiment un point justement à retenir, c'est peut-être celui-là. Et en effet, il y a vraiment un enjeu à jouer du point de vue de la formation. C'est ce qu'on peut faire, on fait en réalité à Unilassal, hein, sur l'agriculture. On forme vraiment des ingénieurs destinés à un secteur particulier. Donc, ils sont complètement sensibles aux enjeux du secteur, peut-être même avant la technologie. Et ça, c'est très, très important. Et en effet, les formations aujourd'hui, à part quelques masters, celui que je viens de citer, sont complètement agnostiques au métier. Pire que ça, ils ne parlent même pas de cette dimension. Il n'y a même pas de formation où on les sensibilise au fait que c'est très très bien de faire des modèles, mais s'ils ne sont pas adaptés du tout à la problématique business, ça ne sert absolument à rien dans une entreprise.
Ça n'existe pas du tout. Mais ça, je vais contre-argumenter d'une certaine manière, parce qu'il y a aussi un problème lié à la formation des data scientists, qui est juste, il y a trop de choses à enseigner, tout simplement. Je suis souvent sollicité pour aider à concevoir des programmes de master, mais en réalité, 2 ans ne suffisent pas pour enseigner l'intelligence artificielle. Donc, il y a sans doute quelque chose à faire qui est orienté à la fois métier, où on apprend vraiment les bases, ou en tout cas tous les outils nécessaires, pas tous peut-être, en tout cas l'essentiel des outils d'intelligence artificielle, et en effet, apprendre peut-être un métier, tout simplement. Ça peut être du marketing, ça peut être de la finance, etc., que ce soit orienté, polarisé sur un métier, ou au moins sensibiliser à cet aspect-là, sur des cas d'usage concrets. Parce que c'est là qu'on voit, on peut le raconter en théorie, mais si on ne l'a pas vécu, ça reste de la théorie, quoi. Mais vous avez complètement raison. Super. Justement, en fait, pour abonder dans le sens de Hervé, est-ce que tu peux justement décliner dans les 5 années à venir, par exemple, le besoin en termes de data scientist par rapport au data engineer? Plus de moi, finalement, dans un projet. Aujourd'hui, le gap entre le data scientist, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de confusion entre le métier de data engineer et data scientist. Ça, c'est vraiment bien split. Il y a un qui est parti complètement dans le software, hein, donc qui est proche, grosso modo, de l'informatique, hein, de la DSI, qui travaille sur des architectures informatique, data lake, etc. Et le data scientist qui est un peu resté, comme toujours. Donc, le métier de data engineer est très, très clair. C'est bien défini. Le métier de data scientist, comme d'habitude, il est resté un peu toujours ambigu. Et on attend toujours de lui d'être quand même un tout petit peu informaticien. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Hein. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi. Et on attend de lui de comprendre le métier. Donc c'est surtout, le problème est surtout en réalité à l'intérieur du métier de data scientist lui-même. Ce n'est pas nécessairement entre le métier de data engineer et de data scientist. Je dirais même que ce n'est même pas entre le métier de ML engineer qui est censé mettre en production les modèles faits par le data scientist et le data scientist. Il y a vraiment un problème un peu d'instabilité du métier de data scientist lui-même, où de temps en temps, on va lui demander de comprendre, d'être un spécialiste quasiment du métier, comprendre absolument même les détails de la problématique métier parfois, en finance, en marketing, etc., parce que parfois c'est nécessaire, hein, c'est la réalité qui le dicte. Et de temps en temps, quand même, on va lui demander évidemment, de faire du Python, mais ça c'est un peu normal, hein, d'avoir toutes les bonnes pratiques, d'avoir Git, etc. Mais peut-être AWS quand même, c'est pas si mal. Et peut-être de faire du big data, hein, ce serait quand même pas mal aussi, hein, parce qu'on a beaucoup de données, etc., etc. Donc on va essayer de rajouter des couches de compétences qui, pour un seul être humain, c'est pas du tout réaliste, quoi. A fortiori pour un jeune qui vient de sortir de l'université. Donc, je pense, honnêtement, c'est ma conviction que le data scientist, il doit être la personne qui va traduire la problématique métier au modèle mathématique. C'est déjà énorme. C'est beaucoup même, c'est même stratégique en réalité. C'est souvent là que réside la création de valeur. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et si tu justement dans le métier vous préférez le métier de data scientist, de data engineer ou ML engineer? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Il y a des problèmes de concept peut-être moi. Non, c'est je pense mon ordinateur, je suis désolé. Donc, si justement tu es un jeune qui voudrait rentrer dans le domaine des data, oui. tu privilégierais quoi plutôt data science, data engineer ou ML engineer? Je vais être. C'est la vérité d'aujourd'hui. On est 27 janvier 2022. Aujourd'hui, si je dois donner un conseil, je vais à un data scientist, je vais lui dire de choisir plutôt un ML engineer. Donc, d'acquérir de compétences, certes en modélisation,
à tous les modèles classiques là, qu'on fait en machine learning, etc. Les réseaux de neurones, les random forest et tous les modèles classiques. Pas nécessairement beaucoup de compétences en statistique, etc. Mais en tout cas, toutes les techniques de machine learning et plus des compétences en mise en production, des compétences sur AWS, toutes les subtilités de AWS qui est déjà un sujet en soi, il y a trop de choses sur AWS, et des compétences sur ce qu'on appelle aujourd'hui le MLOps. Voilà, donc pour entraîner les modèles de manière automatique et les mettre à jour. Aujourd'hui, donc, si je dois donner un conseil, clairement, il vaut mieux être un ML engineer. Mais c'est la vérité d'aujourd'hui par rapport à celle de demain. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont des questions à poser à Reda? C'est le moment.